Donc, juste pour expliquer en 2 secondes ce qu'est Malte, on est une communauté, la plus grande communauté de freelance en France et puis en Espagne aussi, puisqu'on vient de lancer en Espagne il y a un peu moins d'1 an. Des freelances qui sont des gens dans les métiers plutôt tech, développement, le graphisme, des chefs de projet, le marketing, etc. Donc, tous les métiers autour du digital. Et cette communauté, on la met en relation avec des clients via un système de marketplace, un système de search engine marketplace, un peu comme sur Airbnb, donc très simple, avec une recherche de type je cherche un développeur Android sur Paris et je vais trouver les résultats les plus évidents et ensuite je vais pouvoir travailler avec cette personne via la plateforme. Donc on est une équipe aujourd'hui de à peu près 85 personnes. L'essentiel est ici à Paris. On a une équipe tech aussi à Lyon et puis une équipe à Madrid, donc pour lancer Madrid. Et l'idée pour nous, donc, c'est effectivement l'année prochaine de lancer l'Allemagne et les Pays-Bas. Sur l'Allemagne, on ne sait pas encore où on sera. On sera sûrement là où le country manager ou la country manager qu'on trouvera souhaitera s'installer. Et puis, on aura une équipe ici en France. Donc, évidemment, on recherche à recruter, donc n'hésitez pas. Il y a Shiraz qui est là et Quentin qui parlera tout à l'heure, qui sont en charge des lancements internationaux. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous-même vous connaissez des gens. Et puis, s'il y a un prof d'allemand aussi dans la salle, moi, il faut que je m'y mette. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire, moi, ça m'intéresse. En tout cas, on est plusieurs à être intéressés dans la boîte à commencer à parler allemand. Voilà, donc encore une fois, ravi de vous accueillir et puis bonne soirée à tous. Alors, je vais aussi dire juste 2-3 mots. Merci déjà de tous être là et bienvenue ici. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, la deuxième fois qu'on fait un événement ici. La première fois, c'était ensemble avec Caroline chez Evanios, qui était ici dans les locaux avant. Donc, on est hyper content d'être là. Merci de nous accueillir. Et en effet, quand l'équipe de Malte m'avait contacté pour nous parler du lancement du marché allemand, je me suis dit que ça pourrait être vraiment la très bonne occasion d'organiser un événement autour de cette thématique qui vraiment nous concerne tous et qui, moi, je trouve super intéressant. Peut-être 2 mots sur le Digital Club franco-allemand, ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est une association qu'on a créée en 2013 pour rapprocher les 2 mondes digitaux franco et allemand. Coucou, Sarah. Janine. Depuis, en fait, on est devenu une communauté de profils français, franco-allemands, soit des Français qui sont ici à Paris, qui ont un très bon lien avec l'Allemagne, soit des germanophones, donc il y en a certains dans la salle ici. Donc l'idée, c'est de rapprocher ces 2 mondes, c'est d'échanger les meilleures pratiques, c'est de discuter des sujets qui nous intéressent tous entre la France et l'Allemagne, c'est d'aider toutes les boîtes qui veulent se lancer sur le marché allemand en leur donner voilà, une soirée comme ça, faire un peu de visibilité. Je pense que c'est important. Et donc, voilà, on est très content d'être là ce soir. Donc, on a un super panel que je vais vous présenter un petit peu au fil de l'eau. Donc, on va peut-être s'installer tous. Où vous voulez. Je vais prendre la petite... merci. Si vous avez des questions autour du club franco-allemand, n'hésitez pas. Caroline et moi, on est là pour vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez devenir membre en tant qu'individu et en tant que société. Vous pouvez tout regarder ça sur notre site digitalclubfranco-allemand.com. Et puis, on y va. Non, mais moi, je vais me mettre là, en fait, comme ça, vous n'êtes pas trop serré sur le canapé. Ça, il fonctionne aussi? Oui. D'accord. Ok, très bien. C'est un micro, ouais. Ouais. Donc, peut-être en intro de cette thématique aujourd'hui, donc le futur du travail en Europe. On avait imaginé cette thématique parce que moi personnellement, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai travaillé dans des très grandes entreprises en Allemagne, chez Siemens, peut-être un des plus grandes entreprises en Allemagne, 300 000 collaborateurs. Sur le site où j'ai travaillé, on était 25 000. C'était vraiment très, très grand. Après, en arrivant en France, c'était plutôt des sociétés un peu plus petites, plutôt start-up. On était 30, 40, 50 personnes. Et après, en agence marketing, on était encore un peu moins. Et maintenant, je travaille, et moi, je fait aussi partie des indépendants ou des freelances, si vous voulez. Donc, je trouve que c'est intéressant. Le monde du futur du travail est, je pense, excitant et en même temps, et ça c'était aussi dans la préparation de la soirée, pose plein de questions pour chacun d'entre nous, pour ceux qui travaillent dans des entreprises, qui travaillent freelance. Donc, on va toucher à certaines questions ce soir. Je trouve que c'est
c'est vraiment très bien. Donc, moi, je vois beaucoup d'avantages dans le fait de travailler en indépendant. Je peux travailler quand je veux, avec qui je veux, sur les sujets que je veux, avec les associés que j'ai choisis, que j'adore. Donc, c'est très bien. En même temps, il y a quand même une certaine, on peut dire, précarité dont on parlera, parce que moi, si j'ai pas de clients demain, il n'y a personne qui paye mon chômage. J'ai peut-être plus de difficultés à accéder à un logement ou à des crédits ou d'autres choses. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Donc, il y a beaucoup de points positifs, mais aussi des questions qu'on se pose tous et qu'on pourra élaborer un peu ce soir. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc, je vais commencer à introduire la personne qui nous héberge un peu ici, donc Quentin. Merci beaucoup. Donc, toi, tu es chez MAD depuis 3 ans, c'est ça? Et tu te présenteras un petit peu en tant que CEO de Malte. Donc, vous aidez, comme disait Vincent, presque 100 000 freelances à trouver des projets intéressants, à simplifier leurs tâches administratives, à obtenir la rémunération qu'ils méritent. Donc, avant de rejoindre Malte, tu as passé quelques années dans le conseil en stratégie. Donc, voilà. Est-ce que tu peux peut-être ajouter quelques mots par rapport à ça? Et je pense que la question que je trouverais intéressant à évoquer dans un premier temps, c'est quel est un peu l'état du marché du freelance, peut-être en France et en Europe. Ça veut dire que si tu peux nous donner quelques chiffres qui nous permettent de cadrer un peu la question et qui nous permettent d'ouvrir la discussion. Et donc, il y a des questions toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la discussion. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup. Donc oui, pas grand-chose à ajouter sur la description. Tu m'as très bien cerné. Donc aujourd'hui, moi chez Emad, je suis directeur des opérations. Et je m'occupe entre autres de l'expansion internationale, mais aussi de la gestion de la communauté. Aujourd'hui, c'est une communauté de 100 000 personnes. En Europe, on comptait à peu près 9 millions de freelances fin 2016. Et donc c'est une population qui est encore en train de grandir et qui, dont l'accélération est forte. Donc, ce qu'on définit comme freelance, en fait, c'est une population d'indépendants qui est beaucoup plus importante. En France, par exemple, il y a à peu près 3 millions d'indépendants. Et ce qu'on définit, nous, freelance, c'est les indépendants qui sont sur des professions intellectuelles non réglementées, plutôt dans les services aux entreprises. Donc 9 millions de freelance, 3 millions d'indépendants, on retire les professions, les artisans, comme les chauffeurs de taxi par exemple ou Uber. On va retirer aussi les agriculteurs, des professions réglementées comme les avocats, les médecins, etc. Donc là, il reste 800 000 freelances. Et c'est une population qui a doublé dans les 10 dernières années, avec une croissance qui a été différente selon les pays européens. C'est assez stable en Allemagne, par exemple, et une très forte croissance en France et au Benelux, et dans une moindre mesure au UK. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est une population de 9 millions de personnes qui représente 5-10% de la population active. Donc c'est une grosse part aujourd'hui des actifs, et c'est une part de plus en plus importante des actifs qui ont fait le choix d'être freelance. Quasiment, 90% des freelances le sont devenus par choix. Et les raisons qui les ont poussés à devenir freelance, tu l'as mentionné, c'est la liberté avant tout. Liberté de choisir son client, de choisir le lieu de travail depuis lequel on exerce son activité, et également liberté de choisir ses tarifs et le timing, la fréquence avec laquelle on travaille. Peut-être quelle est donc un peu la raison d'être aussi de Malte? Ça veut dire que de donner déjà un accès plus facile au projet. Ça veut dire que, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est donc le besoin que vous couvrez côté freelance, mais aussi côté entreprise. Ça veut dire que comment est-ce que vos clients entreprises aujourd'hui, depuis quand est-ce que ça existe, ou est-ce que vous voyez un vrai changement dans la façon dont les entreprises interagissent avec les freelances, parce qu'on lit beaucoup d'articles, on lit des bons et des mauvais exemples de freelances qui travaillent avec des entreprises, notamment avec les grandes entreprises. Donc, comment est-ce que vous voyez ce changement dans la façon dont les entreprises travaillent avec des indépendants? Alors, le besoin avant tout auquel on répond, c'est la rencontre, le besoin de se trouver, de se rencontrer, de travailler ensemble. Et nous, on aide à libérer les talents des deux côtés. Libérer les talents dans l'entreprise parce qu'ils peuvent accéder à des experts rapidement et simplement pour les aider et les accompagner dans leurs projets.
et puis libérer aussi les talents des freelances pour qu'ils puissent trouver les clients qui les intéressent et avec qui ils veulent travailler. Avant Malte, depuis qu'Internet existe, des entreprises se sont dit que mettre en relation des entreprises avec des indépendants, c'était une bonne idée. Des indépendants au bout du monde, souvent. Les premiers à faire ça, c'était Amazon Mechanical Turk, qui est aussi des entreprises aux États-Unis comme Fiverr, comme Upwork, etc., qui mettent en relation des entreprises avec des freelances qui sont plutôt dans des pays en Asie du Sud-Est, par exemple, à bas coût. Donc ça, c'est vraiment la gig economy. Donc, à l'origine du projet de Malte, donc, il y avait Vincent, mais il y avait aussi 2 autres associés qui étaient freelance eux-mêmes à Paris, développeurs Java, et qui, eux, ne se retrouvaient pas du tout dans ces plateformes-là, où ils étaient mis en concurrence avec des freelances partout dans le monde, et pour travailler sur des projets qui étaient souvent des petits projets. Eux, ils étaient contactés des dizaines de fois sur LinkedIn par mois pour travailler auprès de grands comptes, et donc ils n'avaient aucun intérêt à aller sur des plateformes et postuler à des jobs. Et donc, on a construit Malte pour répondre aux besoins de ces freelances-là, locaux, qui sont chassés, et donc il faut les chasser. Et donc, on a inversé l'approche avec un moteur de recherche pour qu'ils puissent être contactés eux-mêmes par les freelances, par les clients, excusez-moi, et donc répondre ensuite à des besoins. Et donc, le besoin avant tout, c'est trouver des clients. Quand on interroge les freelances et qu'on leur demande quel est leur plus gros challenge, c'est trouver des clients. C'est assurer un revenu régulier. Tu l'as dit, quand on démarre le mois en freelance, on ne sait pas combien on va toucher à la fin du mois parce qu'on ne sait pas combien de jours on va travailler, ou alors on a travaillé le mois complet, mais on ne sait pas quand est-ce que son client va nous payer. Et donc, c'est important de trouver des clients et puis après de sécuriser la relation. Donc, nous, on trouve les clients, on les met en relation avec des PME et des grands groupes. C'est important de changer, d'avoir des clients PME, start-up sur des projets innovants et plus agiles, et aussi de travailler avec des grands groupes sur des projets plus longs. Les deux sont intéressants. Et ensuite, au-delà de la mise en relation, on va sécuriser la relation entre les deux avec un système de compte de séquestre, par exemple, qui permet, quand on travaille avec une petite PME, d'être sûr qu'ils ont bien les moyens et la solvabilité pour vous payer en fin de mission. On va gérer la relation contractuelle, l'assurance. Et puis avec les grands comptes, si vous travaillez avec Siemens, vous savez que vous allez être payé, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être payé. Et donc, nous, on avance les fonds pour les freelances pour qu'ils puissent être sûrs d'être payés dès la fin de leur mission chaque mois. Et ensuite, nous, on s'arrange pour être payés dès qu'on peut. D'accord. Et oui, ce que tu me dis, ce qui changeait aussi dans les relations, c'est effectivement intéressant parce qu'on a vu quelque chose qui, quand on a commencé à travailler, les grands comptes n'étaient pas très matures sur le sujet du freelancing. C'était souvent caché. Je me souviens, on a demandé un jour au DRH d'Orange s'il y avait des freelances qui travaillaient dans l'entreprise. Et il a appelé quelqu'un, il dit « on a des freelances chez nous ». Il dit « non, non, non ». Et on a fait une étude que vous pouvez trouver là. On a regardé sur les profils freelance de la base, les entreprises avec qui est bossé, et Orange est en numéro 1. Et donc, en fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Parce que c'est caché dans des SS2I, dans des agences, on ne veut pas en entendre parler, on veut au contraire que ça soit caché derrière plusieurs couches contractuelles parce qu'on a peur de requalification, etc. Alors qu'en fait, les freelances ne veulent pas retourner au salariat, donc il y a peu de risques finalement. Mais donc on les cachait. Et de plus en plus, on voit des entreprises qui justement commencent à se libérer et à se dire bah non, en fait, le train va passer, c'est évident. Donc, il faut s'adapter et il faut trouver des solutions pour pouvoir travailler avec les freelances sans devoir non plus tous les référencer un par un dans le système d'achat et leur faire signer les contrats qu'on fait signer à des Atos et des Capgemini. Et donc, aujourd'hui, les acheteurs et les DSI s'adaptent et commencent à accepter de travailler avec des freelances parce que c'est un peu fini l'image de je travaille avec un freelance, c'est un mercenaire, ils sont pas rigoureux ou ils vont trouver une autre mission où l'herbe est plus verte ailleurs et quitter la mission. On est un peu en train de changer ça et les grandes entreprises se rendent compte que les freelances, c'est des professionnels, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont souvent très rigoureux et très experts dans leur domaine. Merci. Je pense que c'est une super transition. Parce qu'en fait, je voudrais donner la parole à Hélène. Donc, on va peut-être lui donner. Moi, je vais peut-être garder le cube et tiens, je te donne ce qui marche. Donc, Hélène, merci d'être là. Donc, toi, tu es responsable communication chez WeShare. Tu vas nous dire un peu plus ce que c'est WeShare. Toi aussi, tu as un profil hyper international. Tu as étudié en France et au Japon. Tu as fait tes diplômés d'EDEC et ensuite, tu as fait des premiers pas chez Sony Europe. Oui, tu me contredis si ce n'est pas vrai, mais avant de découvrir l'écosystème de l'innovation sociale, et c'est en 2016 où tu as rejoint WeShare, une communauté qui rassemble les freelances, incubateurs et accélérateurs
Et donc, d'abord, tu t'es occupé du WeShare Fest pour faire la communication pour cet événement dont tu peux nous parler peut-être un petit peu, qui est le porte-drapeau de la communauté. Et maintenant, tu continues à développer la communauté et à structurer l'organisation. Donc, en fait, ce qui m'intéresse déjà, c'est que tu nous dises un petit peu ce que WeShare, parce que moi, vous ai pas mal découvert dans la préparation. Et aussi, finalement, ce que vous apportez d'un côté aux freelances et quels sont aussi les points très positifs que tu vois et aussi les questions qu'on peut se poser et également comment vous aidez les entreprises à mieux justement faire le lien avec les freelances ou les indépendants pour être un peu mieux encadrés. Ok, bonsoir à tous déjà. Je vais peut-être commencer par répondre à ta question en expliquant pourquoi est-ce que WeShare se retrouve sur une table ronde sur le futur du travail, parce que finalement on étudie assez peu le futur du travail. En revanche, je dirais qu'on expérimente un futur du travail en tant que collectif d'entrepreneurs. Donc ce serait le futur du travail tel qu'on l'imagine si s'inspirer de WeShare serait composé de collectifs d'indépendants, d'entrepreneurs qui se rassemblent parce qu'ils partagent des valeurs communes et qu'ils ont envie d'œuvrer aussi à une œuvre commune et pour lesquels ce statut d'indépendant permet une grande autonomie dans la manière dont ils travaillent au quotidien, à la fois le choix des horaires, le choix du lieu de travail et aussi une grande variété de projets. Puisqu'on est nombreux chez WeShare à être des projets assez multi-compétences ce que WeShare favorise en tant que collectif, c'est un décloisonnement des différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, pour vous dire un peu plus ce que fait WeShare et nous, qu'est-ce qui nous rassemble au sein du collectif, c'est des thématiques communes sur lesquelles on a envie de s'exprimer et d'agir, que sont la transformation de la société à l'heure du numérique. Pour cela, on organise des événements de sensibilisation pour mieux comprendre comment le numérique et le collaboratif impactent sur la société. On a aussi toute une branche qui accompagne des projets d'innovation sociale. On vient justement cette semaine de lancer la WeShare Foundation, qui est un fonds de dotation qui a vocation à mettre en lien les grands mécènes avec des projets d'innovation sociale de terrain, de petits projets qui n'ont autrement pas accès à des financements de type mécénat. Notre dernière activité, c'est plus de la formation et voire même un peu d'accompagnement pour les entreprises. Et peut-être du coup, vous avez deux disons, populations que vous adressez. D'un côté, les freelances et d'autre côté, les entreprises. Donc, quels sont pour toi aujourd'hui peut-être les points sur lesquels il faudrait le plus travailler des deux côtés en termes de compréhension de l'autre, du fonctionnement de l'autre, de l'image de l'autre aussi, parce que l'image du freelance aujourd'hui, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est quand tu regardes le mot freelance, donc finalement, on est free, on est libre d'une manière, on est indépendant, mais en même temps, c'est quand même quelque chose où on dit c'est un freelance, on ne sait pas trop où il va travailler, où il travaille, est-ce qu'il travaille vraiment, on n'est pas trop sûr. Donc, c'est vraiment donc ce regard, en fait, sur ce statut de l'indépendant ou cette façon de travailler. Et en même temps, comment est-ce que tu vois aussi le besoin des entreprises à mieux apprendre à travailler avec ces gens qui veulent être libres, mais en même temps, quand même, se regrouper, parce que c'est quand même un besoin qu'on a, c'est de travailler avec ses propres idées. Chez nous, d'ailleurs, dans notre petit collectif, c'est la même chose. On a envie d'être indépendant, mais on n'a pas envie de travailler seul. Donc, du coup, on se regroupe dans un petit collectif. Donc, ça m'intéresserait d'avoir ton avis par rapport à ça. Alors, je vois deux choses. D'abord, le regard que porte la société sur les freelances, qui aujourd'hui est encore... c'est un peu... J'en parlais ce midi avec des personnes de WeShare en leur demandant, vous, justement, comment est-ce que vos proches réagissent au fait que vous soyez freelance. Et encore aujourd'hui, une de mes collègues m'a dit, ah ben moi, mes parents me demandent encore quand est-ce que tu vas prendre un vrai travail. Donc, c'est encore des réflexions très communes, alors même que cette personne est chargée d'études sur une enquête sur le numérique dans les quartiers prioritaires de la ville.
donc un travail tout à fait honorable. Pour autant, la précarité réelle ou imaginée est encore pour les proches des freelances un vrai frein. Il y a une forme quand même toujours de pression sociale sur le fait de vouloir travailler en freelance pour les personnes, pour l'environnement proche des freelances. Et donc ça, je pense que c'est un vrai changement culturel à opérer pour ne plus voir le freelance comme quelqu'un d'isolé et à la merci du marché. Ensuite, du point de vue des entreprises, on échangeait sur ce jeu-là juste avant de commencer la table ronde. Et il est vrai que que certaines entreprises vont pouvoir craindre peut-être une trop forte marchandisation de la relation et de se dire, en fait, si je sors des cases du contrat préalablement établi, je vais devoir systématiquement remettre la main au pot ou devoir contractualiser beaucoup plus régulièrement et ne pas pouvoir compter sur la personne sur la durée. Et ce qu'on observe, c'est au contre-intuitif par rapport à ça, c'est que comme les freelances exercent, comme l'a rappelé Quentin, à 90% par choix, ce sont des personnes qui sont engagées sur leur sujet et qui vont plutôt faire plus que ce qui est attendu d'eux. Et moi, c'est assez marrant parce que je suis freelance et il m'arrive aussi, parce que je travaille sur des projets, des gros projets, de faire moi-même appel à des freelances qui bossent pour moi, pour des clients finaux. Donc là, on est dans le… Et quand j'ai arbitré récemment entre travailler avec une agence ou travailler avec un freelance, je me suis vraiment posé la question, parce que l'agence me proposait un cadre très rassurant. Mais ce que j'ai vu assez rapidement, c'est que le freelance me proposait, par exemple, d'être présent aux réunions qu'on faisait entre nous pour vraiment s'acculturer du projet, là où j'aurais jamais pu demander à l'agence une telle implication sur mon projet. Et en fait, il s'intègre au projet comme étant vraiment presque un bras armé du projet, là où l'agence aurait forcément mis une distance. Alors, je ne dis pas qu'il faut que l'un est bien et l'autre n'est pas bien, mais en tout cas, moi, dans ce que j'observe, c'est que l'agence ne permettait pas l'agilité dont nous, on a besoin pour mener à bien nos projets. Voilà. D'accord. Non, mais je trouve que c'est hyper intéressant, mais on va peut-être passer le mot à Laetitia. Je vais aussi faire une petite présentation. Tu me contredis si j'ai… Donc, déjà, merci d'être là. Donc, toi, c'est un profil franco-allemand. Donc, on a discuté pour la préparation en allemand, donc franco-allemande d'origine, mais tu es installée à Londres actuellement. Donc, tu es venue pour nous ce soir, c'est très gentil. Mais tu passes beaucoup de temps en France parce que tu enseignes à Sciences Po, à Dauphine également. Tu es auteure et conférencière et tu es spécialiste du futur du travail et des RH. Et ensemble avec Maëlle, donc vous travaillez ensemble, vous explorez ensemble la manière dont les freelances transforment le travail et les organisations. Donc, tu as aussi un très bon blog. Donc, moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ce que tu as écrit. Donc, je vous invite à regarder aussi ce que écrit Laetitia sur Medium. Donc, on voit tous les liens sur ton profil LinkedIn. Donc, ce qui m'intéresse, et c'est ce qu'on a discuté un peu dans la préparation, c'est évidemment… toi, tu es très pro-freelancing, évidemment, mais aussi avec un regard critique par rapport à ça, ou aussi, en fait, comment est-ce qu'on est arrivé là, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en freelance. On a discuté de la fin de la loyauté, donc je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui sont là de découvrir un petit peu ta vision de ça, le changement de ce monde, le rôle aussi des RH aujourd'hui, la transformation du modèle fordiste dans le modèle qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est passionnant en fait ce que tu m'as dit dans la préparation. Donc, je pourrais… Bonjour, d'abord merci beaucoup pour cette invitation, je suis très contente. Moi je vois franco-allemand, je fais yeah, j'arrive. Oui, ce dont on avait beaucoup parlé avec Andrea hier, c'était hier en fait, c'est justement la transition que nous sommes en train de vivre et dont les freelances finalement sont l'une des manifestations.
et la manifestation la plus sublime, pour employer le terme de Denis Pénel. Et en fait, c'est tout le monde du travail qui est en train d'être transformé de manière très profonde. Et quand on pense au travail, on a toujours en tête finalement une image qui est déjà une image du passé, qui est celle du travail à l'époque fordiste, où en fait, le travail, tel qu'on l'avait défini, c'était en anglais on dit un bundle, c'était un groupe de choses, un ensemble d'éléments qui incluait bien sûr le travail en lui-même, plus le salaire, mais aussi une identité sociale, mais aussi la protection sociale, mais aussi le fait de pouvoir envoyer ses enfants à l'université, et puis la retraite, pouvoir partir à la retraite, et aussi la promesse d'un enrichissement constant grâce à des syndicats puissants. Donc, on savait que demain, on gagnerait plus qu'aujourd'hui. Une identité politique, encore une fois, à travers les syndicats. Et je dois en oublier des éléments. Enfin, c'était un beau paquet avec plein de choses dedans. Et ce paquet, il est en train de se défaire. On parle de unbundling. Et les éléments, en fait, on les trouve plus au même endroit. Et pour donner un exemple clair, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'augmentation des inégalités dans tous les pays de l'OCDE et probablement dans le monde entier. On a de plus en plus de jobs où en fait on gagne de moins en moins. Et puis une petite élite de travailleurs, qui soient salariés ou indépendants, qui eux gagnent toujours plus. Donc on parle même des 1%. Alors là, pour le coup, c'est même pas forcément des travailleurs, ça peut même être des spéculateurs en l'occurrence. Mais on a un creusement des inégalités. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent sans avoir cette promesse d'enrichissement, sans avoir cette sécurité, cette stabilité, le fait de pouvoir prédire l'avenir, etc. On a un deal qui est en train de se défaire, et il faut réinventer un nouveau deal. Donc le deal à l'époque fordiste, il était simple, c'était division du travail et subordination. Donc c'est-à-dire en gros un travail un peu aliénant, pas franchement très excitant, plus l'obéissance à son patron, en échange du bundle. Et donc, c'était tout à fait acceptable. Le bundle, ça va. Même si le travail, en gros, le travail n'était pas du tout plus excitant. C'était des bullshit jobs aussi. Sauf que c'était des bullshit jobs, c'était pas des bullshit jobs parce qu'il y avait le bundle. On imagine un Chaplin en train de serrer les boulons, c'est pas franchement excitant comme travail. Et puis tout le contexte de la division du travail, ça veut dire que vous avez quelque chose d'assez morcelé, une vision parcellaire du travail, et puis pas forcément un sentiment d'avoir de l'impact sur son travail. Mais tant que vous avez tous les éléments du bundle, ça passe. Et puis, ce qui est en train de se passer, c'est comme le bundle disparaît, on remet beaucoup plus en question les deux autres éléments de l'équation, du deal. Si on dit, finalement, sans la stabilité, sans la sécurité, sans la protection sociale, sans la retraite, franchement, est-ce que j'ai envie de me farcir la division du travail et la subordination ? Peut-être pas. Et donc, en fait, c'est tout à fait logique. C'est de là que vient toutes ces discussions sur la crise du travail et les bullshit jobs. Moi, mon interprétation du fait qu'on parle tellement plus des bullshit jobs aujourd'hui qu'hier, elle vient de là. Elle vient du fait que, comme le bundle est en train de disparaître, on remet beaucoup plus en question la division du travail et la subordination. Et on est en train du coup de se dire, et ça c'est beaucoup les jeunes générations, mais parfois les moins jeunes aussi, qui se disent quel nouveau deal on peut mettre en place si on remet en question ce deal fordiste. Et les freelances sont une des expressions, enfin une des inventions un deal réinventé, qui est la subordination non merci. La division du travail, on va essayer d'éviter au maximum. On réinvente un nouveau deal qui est, moi, je te donne toute ma compétence. Éventuellement, parfois, il y a des éléments un peu de division du travail quand même. C'est-à-dire qu'on a un aspect d'une tâche éventuellement, mais avec de l'autonomie, de la flexibilité, plus de responsabilité dans le travail et dans l'impact qu'on a. Parfois aussi, pour certains freelances, c'est un deal plus avantageux dans les métiers, notamment du numérique. On peut gagner plus d'argent en étant indépendant qu'en étant salarié. Et puis surtout, on peut renégocier très régulièrement, c'est-à-dire quand on avance dans sa carrière, et on avance assez vite avec des missions réussies, des missions où on a gagné une réputation, où on a une légitimité qui grandit, on renégocie, entre guillemets, sa valeur beaucoup plus régulièrement que quand on est salarié, où quand on est salarié, il y a des rituels où, une fois tous les ans, ou je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les deux ans, on dit au fait, peut-être que je peux avoir une petite augmentation, une petite promotion. Puis ça se fait lentement et puis de manière assez linéaire. Un freelance, très rapidement, la mission suivante, ça s'est bien passé, il a gagné en réputation.
il augmente son TJM, son tarif journalier moyen. M, c'est pour moyen, hein, donc tarif journalier moyen. Et puis, il monte assez rapidement. Et donc ça, pour les catégories de travailleurs qui réinventent le deal, c'est un vrai argument aussi. C'est-à-dire que non seulement il y a l'autonomie, mais il y a aussi la possibilité de progresser plus vite, d'avancer plus vite, parce qu'il y a aussi de l'ambition chez les freelances. Après, tu parlais de loyauté. Donc justement, la loyauté, c'est un des éléments qui est en train d'être redéfini, parce que la loyauté à l'époque fordiste, c'était vraiment très assimilé à cette notion de subordination. Donc, on estimait que n'était loyal qu'une personne salariée à une entreprise. Et on voit que chez beaucoup de gens, il y a encore des réticences vis-à-vis des freelances, parce qu'on se dit, mais forcément, c'est des électrons libres, ils ne peuvent pas être loyaux. Qu'est-ce que c'est que la loyauté quand on n'a pas quelqu'un de salarié? On se dit, il faut qu'on ait quelqu'un en interne, il faut qu'on ait quelqu'un qui vraiment est à 100%. Et puis là aussi, on voit que ça se réinvente, parce que finalement, chez les salariés, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément si loyaux que ça. Ils sont là parce qu'ils sont coincés, en fait. Ils ne peuvent pas sortir de leur boulot. Ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils sont coincés, ils sont stuck. Et ça, c'est ce qui est révélé beaucoup dans les études, comme les études Gallup, qui montrent le désengagement au travail, 90%. Alors, les chiffres sont très discutés. Moi, je pense que Gallup, c'est très exagéré. Alors, il n'y a pas 90% de gens désengagés parmi les salariés. En revanche, ce qui est intéressant dans les études Gallup, c'est les comparaisons internationales, et c'est les comparaisons dans le temps. Et on voit qu'il y a quand même un problème, même si ce n'est pas 90%. C'est vrai qu'il y a chez les salariés beaucoup de gens qui se sentent coincés dans leur emploi, qui ne savent pas comment progresser, avancer, changer, qui ont un problème avec la mobilité. Et donc, ça, c'est quand même un vrai sujet. Et chez les freelances, on réinvente la loyauté d'une manière différente. En fait, les freelances ressentent beaucoup de loyauté vis-à-vis des clients avec lesquels ils travaillent, quand ils aiment les équipes avec lesquelles ils travaillent, quand ils aiment les projets. Ils deviennent des ambassadeurs d'une marque, ils deviennent des ambassadeurs d'une entreprise. Donc, moi, je n'ai jamais été salariée de Malte, mais j'adore Malte, et dès que j'ai l'occasion d'en parler, et ou que je rencontre quelqu'un qui se dit peut-être qu'il cherche des freelances, mais tu devrais aller sur Malte. Voilà. Et parce que finalement, voilà, la loyauté, c'est pas un contrat salarié. Et ça, les DRH s'en rendent pas forcément encore complètement compte. Et c'est une réflexion qui est on est au début d'une réinvention de quelque chose où effectivement, on réinvente des concepts. La loyauté, c'est pas le salariat. La précarité, c'est pas le freelancing, parce que l'essentiel des précaires aujourd'hui, c'est des salariés. Et on le dit pas. Parce que quand on pense salariat, on pense salariat fordiste, on pense CDI. Mais l'essentiel des nouveaux salariés qui entrent sur le marché, c'est des gens qui sont en CDD, c'est des gens qui sont parfois payés au lance-pierre, qui n'ont pas la sécurité de l'emploi. Donc là aussi, il y a le unbundling dans le salariat. Donc, on doit, je pense, redéfinir un certain nombre de concepts. Précarité et loyauté sont deux des concepts qu'il faut redéfinir aujourd'hui. Je trouve que c'est une très bonne transition, je trouve. Donc, je vais donner le micro à Astrid. Donc, Astrid, merci d'être là. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, qui est Head of Communication chez DCMN. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que vous faites et pourquoi. Et je vais expliquer aussi pourquoi tu es là. Donc, toi, tu es aussi franco-allemande, enfin allemande plutôt, allemande ou française. Donc, tu as fait tes études à Marbourg, en Allemagne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marbourg, vous pouvez poser la question à Astrid, où c'est? Comment? Et tu as commencé ta carrière en travaillant dans plusieurs chaînes de télévision. Ensuite, en venant en France en 2002, à peu près au même temps que moi, tu es tourné plus vers le digital en prenant la responsabilité de la communication pour leguide.com. Ensuite, pour Quelcou, et tu as travaillé aussi chez Retail Minute pendant un bon petit moment, avant de rejoindre DCMN en 2017, où tu as découvert une entreprise sans manager ni hiérarchie. Donc, pourquoi je trouvais ça intéressant et pourquoi tu m'as aussi contacté quand on a ouvert cette thématique-là, c'est que je pense que tout ce que tu dis, Laetitia, et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et moi-même, je suis un premier, et toi aussi. Et puis, on est beaucoup ici à être un résultat finalement de toutes ces réflexions-là. Après, la question, c'est est-ce que le freelance est fait pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent leur compte
dans des entreprises qui mettent en place des systèmes de management un peu différents, un peu nouveaux, qui répondent en même temps aussi à cette quête de sens, de liberté, un peu sans hiérarchie. Donc, tu partageras ton avis avec nous. Et donc, ça m'intéresse. Peut-être que tu nous dis en 2-3 mots ce que fait DCMN, parce que c'est quand même important aussi pour la discussion, et ce que vous faites chez DCMN en termes de management, ce qui est assez particulier. Oui, merci pour l'invitation et je suis ravie de pouvoir parler de cette expérience de DCMN parce que c'est assez extraordinaire. Et pour nous, c'est toujours une découverte. On a mis ça en place il y a 1 an, mais c'est vraiment passionnant, donc on a envie de partager. Donc DCMN, c'est une société allemande d'origine qui a été créée en 2010. On travaille avec des startups et avec des marques digitales, des pure players pour les aider à se faire connaître avec des campagnes marketing online. Donc, on pourrait dire qu'on est une agence, mais comme on est un peu différent, on préfère ne pas le dire. Mais en fond, on est une agence online, offline, mais on fait vraiment tout et vraiment avec spécialisation startup. C'est très important et on couvre, on peut travailler sur le positionnement stratégique, sur la création des campagnes, sur les visuels, sur tout. Et tout ce qu'on fait, analyser dès le départ pour optimiser. Voilà, je ferme la page pub, mais c'est quand même important de comprendre ce qu'on fait. Et aussi, pour la petite histoire, moi aussi, j'ai commencé justement comme freelance quand j'étais en Allemagne, quand je travaillais à la télé. Et j'étais freelance pendant, freie Mitarbeiter, mais c'est l'équivalent pendant 2 ans. Jamais je veux devenir salarié, c'est génial, mais collègues, c'était pareil, c'était la liberté, il y avait beaucoup de travail, on pouvait choisir les projets, c'était top. Et après, il y a une crise de médias, il n'y a plus de travail, il n'y avait pas des plateformes comme Malte, donc mon réseau, ça ne donnait plus grand-chose. J'ai passé des coups de fil en disant, viens, on a quelque chose pour toi. J'ai fait de l'intérim, c'était dans les grosses boîtes, entre autres Siemens aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Je me disais, bon, c'est peut-être l'occasion de repartir un peu à l'étranger. Je suis tombée amoureuse restée. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à travailler dans le digital. Et au début, je dois dire, quand j'ai commencé à travailler en France, c'était dur parce que justement, c'était un autre mode de travailler. C'était très hiérarchique, c'était très top-down. C'était une grande frustration. Donc après, dans le digital, heureusement, déjà, c'était un peu plus ouvert. Donc j'avais plus de liberté. Mais là, quand je rejoins DCMN il y a 1 an, c'est vraiment autre chose où je retrouve ma liberté que j'ai eue quand j'étais freelance, mais avec l'avantage d'être salarié, d'avoir cette sécurité, de savoir que demain je suis payée, après-demain je suis payée. Parce que je suis plus freelance, mais on est tous un peu comme des chefs d'entreprise. Donc je vais expliquer comment ça fonctionne chez DCMN. Chez DCMN, on a 30 équipes aujourd'hui, une trentaine d'équipes avec entre 4 et 12 personnes. Quand l'équipe devient trop grande, elle doit se scinder en 2, parce que sinon ça ne fonctionne plus. Et toutes les équipes sont auto-organisées. Il n'y a plus de manager, il n'y a plus de chef. Même les fondateurs de la boîte, Mathias et Andy, sont plus des consultants pour nous. Ils nous donnent leurs avis. On peut toujours demander, vous pensez quoi, quel est votre avis? Mais après, c'est toujours notre décision. Et même au sein de l'équipe, il n'y a pas de chef. Donc, même les fonctions ne sont plus comme avant. Donc, moi, par exemple, je suis responsable de communication, mais je donne aussi un coup de main sur les campagnes. Donc, tout le monde apprend avec les autres. Et on est une trentaine de mini-entreprises au sein de DCMN et chacun devient entrepreneur avec les avantages et aussi les responsabilités. Donc, on a plein d'avantages. On a par exemple des congés illimités, mais vraiment dans le sens, c'est pas pour réduire les congés avec une obligation de prendre au moins 30 jours. On peut organiser le temps de travail comme on veut. Si demain je travaille à la maison et je suis pas... Ma présence n'est pas nécessaire au bureau, je reste chez moi, il n'y a pas de problème. Mais après, je dois aussi assumer la responsabilité d'un chef d'entreprise. Donc, on doit délivrer, on va grandir le business, on doit montrer des résultats, mais il y a une liberté totale. On n'a pas de budget, c'est à nous de définir ce qu'il nous faut. On n'a pas d'obligation spécifique. C'est le management nous a donné des objectifs qui sont partagés par toutes les équipes de DCMN. Et après, chaque équipe développe ses propres activités
pour trouver des solutions pour répondre à ces objectifs de croissance. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et on continue à croître. Donc, c'est un pari que les fondateurs ont pris en changeant le système il y a un an, parce qu'on aurait pu se casser la gueule. Hein. Quand on dit aux gens, demain, congé illimité, plus de budget, tu fais ce que tu veux, c'est un risque. Mais heureusement, ça se passe bien. Et en fait, vous avez mis ça en place en passant un peu la barre des 100 collaborateurs, c'est ça, au moment où… Enfin, normalement, ce qu'on dit aussi pour les entreprises qui grandissent, et peut-être vous pouvez peut-être partager ça aussi, c'est à partir au début, on est tous dans une pièce, on peut se dire à chacun, tiens, tu fais ça, tu fais ci, et puis finalement, on est tout petit. Enfin, vous pouvez tous en témoigner. Et après, quand les entreprises grandissent rapidement, on dit, voilà, maintenant, il faut mettre la structure, il faut mettre des process, il faut mettre des équipes et tout ça. Et d'après ce que j'ai compris chez vous, c'est en passant la barre des 100 que vous avez un petit peu découvert que finalement, c'est devenu beaucoup plus rigide. Enfin, c'est devenu beaucoup plus rigide et c'est pas ce qui était l'intention du départ. Et finalement, Mathias et son cofondateur, c'est ça, vous voulez justement recasser ça. Et donc, comment est-ce que vous avez vécu ce changement du jour au lendemain, 1er janvier Oui, tout à fait. Donc, surtout en France, peut-être. Oui, je pense que ça, on peut… Je réponds aux deux questions. Donc, effectivement, les fondateurs ont pris ces décisions parce qu'on a beaucoup grandi. Il y a 4 ans, on était 20. Aujourd'hui, on est 200. Donc, c'est à peu près au moment où on était 100 qu'ils ont vu. Bon, on a fait comme toutes les boîtes. Hein, on a instauré les middle management, les décisionnaires et beaucoup de process. Et c'est devenu très rigide. Et on a vu que ça ralentit les prises de décision. Comme on travaille avec des entreprises très dynamiques, on ne peut pas se permettre d'attendre 3 semaines pour donner une réponse. Donc, on voulait conserver cette agilité et vraiment laisser les personnes qui sont qui ont vraiment leur place pour prendre les décisions, les décisions et pas déléguer à un chef qui ne connaît pas le dossier, qu'il faut briefer, qui va peut-être rebriefer son boss. Donc, ça nous a permis de conserver notre agilité et aussi pour conserver notre culture d'entreprise qui est très, très spéciale et très important chez nous, qui est aussi un de nos atouts. Et je pense que c'est aussi pour cette culture que les gens aiment bien travailler avec nous. Et avec les middle management, avec les chefs, on a vu que ça devient une entreprise comme tous les autres, ce qu'on ne voulait pas. Donc ça, c'est un peu les raisonnements derrière pour vraiment conserver cet esprit très unique de DCMN et pour conserver notre réactivité, notre agilité. Après, en France, c'était peut-être un peu particulier parce que nous, on est arrivé il y a un an, quasiment toute l'équipe. Donc, c'était au moment où ils ont introduit Beta. Donc, on est arrivé 2-3 mois avant. Donc, on était déjà un peu les cobayes. Donc, on n'a pas vraiment connu les structures classiques. Mais je pense qu'on a vécu la transition comme d'une façon très similaire. C'était au début, au moment de lancement, on ne pouvait pas le croire. C'était aussi beaucoup d'euphorie, c'était assez génial, des congés limités, on peut tout faire comme on le veut, c'est top, mais et où le problème? Voilà, donc ça c'était peut-être 2-3 mois. Après, il y avait une période, on pourrait peut-être même dire de deuil, de difficulté. On a vu ce que ça veut vraiment dire d'assumer, devenir chef d'entreprise. Donc là, on a vécu quelques mois plutôt difficiles parce qu'il faut tout reapprendre. Il faut vraiment faire un reset. Il faut apprendre à se parler. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on a tendance à garder pour soi quand il y a des choses qui t'embêtent avec ton collègue. Tu ne veux pas forcément le dire, tu dis à un autre collègue. Donc, on intériorise beaucoup de choses. Donc, il fallait vraiment apprendre à tout se dire ouvertement, mais d'une façon constructive, hein, pas désagréable. Donc, c'était un gros process d'apprentissage. On a vu aussi que c'était pareil dans les autres bureaux. Donc, il y avait un moment où tout le monde était euphorique, on a signé plein de clients et c'était super. Et après, il y a une chute partout. On fait tous les 3 mois, tous les 4 mois, on fait des sondages internes pour mesurer la satisfaction. On interroge aussi des clients. Et ce n'était pas catastrophique, hein, mais on a vu que il y avait une petite baisse. Et donc, après, on a travaillé, on a discuté, on a fait des workshops, on a vraiment cherché à comprendre comment il faut fonctionner.
Et du coup, on est sorti et maintenant, les taux de satisfaction à la fois des salariés et des clients sont plus élevés que jamais. Mais c'était une longue route. Mhm. Bien. Bah, merci. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Peut-être Quentin, parce que vous aussi, vous grandissez rapidement. Vous n'avez pas encore atteint la barre des 100, donc vous n'avez pas encore besoin de mettre ça en place, mais peut-être ça viendra. Mais comment est-ce que vous gérez chez vous de travailler avec que des jeunes? Je ne sais pas quel est l'âge moyen, mais tu partageras avec nous. Comment est-ce que vous faites en sorte que les gens viennent tous les matins avec un grand sourire ici pour travailler? J'imagine, en tout cas, ils sont tous partis avec un grand sourire, je pense, donc c'est toujours encore mieux le soir. Comment est-ce que vous gérez ça chez Malte? Et est-ce que éventuellement, le fait de travailler sur un sujet que vous travaillez qu'avec des gens qui veulent être indépendants, est-ce qu'il y a un lien entre vos collaborateurs et aussi les clients et aussi les freelances avec lesquels vous travaillez? Nous, aujourd'hui, on est 85 dans la société. C'est vrai qu'on a beaucoup grandi. On était 5 quand je suis arrivé il y a 4 ans. C'est vrai que ça pose des challenges. La communication, je trouve que c'est un des plus gros challenges. Parce que c'est vrai qu'au début, tout le monde était au courant de tout. Maintenant, il faut faire le deuil de ne pas être au courant de tout. Et c'est pas grave. Il faut apprendre à faire confiance aux autres équipes, qu'elles vont faire un bon boulot, même si on n'est pas au courant de ce qu'elles font. Et c'est des choses qu'on est en train d'apprendre. Donc, il y a des gens qui sont tristes de ne pas être invités à des réunions, alors qu'en fait, il faut être content de ne pas être invité à une réunion parce qu'on gagne 1 heure pour bosser. C'est apprendre à ne pas être au courant de tout et que c'est pas dramatique. Il faut être au courant des sujets principaux sur lesquels on travaille, mais pas sur tout. La communication, c'est aussi compliqué parce que donc avant, tout il y avait les mails et tout le monde recevait trop de mails. Et puis, on avait découvert Slack et Slack, c'était génial. C'est la communication en temps réel. Et en fait, maintenant, il y a 50 petites lumières rouges sur le côté qui sont allumées en continu et on peut passer sa journée sur Slack et avoir des nouveaux trucs. Donc moi, maintenant, les gens me contactent sur WhatsApp quand c'est des urgences parce que je ne fais plus sur Slack. La communication, on n'a pas encore craqué le sujet. Mais bon, il faut déjà se rendre compte qu'il y a des problèmes et après les résoudre. Nous, je pense que la raison pour laquelle la plupart des gens sont contents, en fait, déjà, joy, la joie, c'est une de nos 4 valeurs dans la boîte. Je pense qu'une de nos grandes forces, c'est aussi notre mission. On a vraiment une mission d'aider les freelances, d'aider les freelances à trouver des entreprises, d'aider les entreprises à trouver des freelances. On est tous fiers de cette mission-là parce qu'on voit au quotidien. Là, il y a des posters, des affiches de freelance qui sont affichées dans la salle. C'est des stars malteurs, donc c'est des freelances qui ont fait beaucoup de missions grâce à Malte. Et ça, on est fiers de le faire et tout le monde est fier de le faire. Et donc, on est content quand on arrive à faire une mission et quand on arrive à signer des affaires. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le sens qui fait que les gens sont heureux. Donc, il y a à peu près, je dirais 5 ou 6 collaborateurs qui sont partis de la société dans les dernières années, donc c'est pas beaucoup. Et sur les 6, il y en a 4 qui sont devenus freelance. Donc, ça fait des vocations parce que évidemment, on voit des gens qui sont heureux, qui travaillent pour eux et on se dit ah bah tiens, je vais tester. Donc là, il y a des gens dans l'équipe qui sont pas encore freelance mais qui commencent à faire des missions de freelance le week-end ou le soir. Donc je croise les doigts qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Mais voilà, c'est aussi c'est sympa quand ça finit comme ça. Mais bon, on est en train de découvrir plein de choses. On apprend. Il y a des moments où on trouve qu'on n'est pas assez aligné et il y a des crises. Mais voilà, c'est la vie d'une entreprise qui grandit et bon, il faut être patient avec les managers qui apprennent aussi parfois leur métier. L'âge moyen dans la société, c'est 30 ans. Donc il y a des gens qui ont été promus managers et qui ont pas encore 30 ans. Et ça s'apprend et donc il faut que tout le monde soit aussi caring. Ça, c'est notre deuxième valeur. Caring entre nous, mais aussi avec les managers et les managers avec les collaborateurs et pour qu'on apprenne tous ensemble. Deux autres valeurs, c'est ambition, parce qu'on a envie de changer le monde du travail. Le monde du travail ne changera pas tout seul et il ne changera pas très vite. Donc mais on a l'ambition de le faire en France et partout en Europe. Et la dernière, c'est l'autonomie, la prise d'initiative. C'est important, je pense, quand il y a beaucoup de gens qui disent j'ai envie d'aller travailler en start-up parce que la start-up, c'est cool. Bon, quand quelqu'un n'arrive pas à me dire pourquoi est-ce qu'il a envie de travailler en start-up, généralement, c'est un no-go pendant l'entretien.
parce que pour moi, c'est aussi une responsabilité en fait de venir travailler en startup. Ça veut dire que les process, il n'y a pas de process. Enfin, il y en a, mais il faut les construire ensemble. Et ça veut dire qu'il faut prendre des initiatives et il faut être capable de tout construire. Et donc, il faut être autonome, prendre des initiatives et venir travailler en startup. C'est pas seulement, c'est pas les baby-foot, c'est pas les horaires flexibles au télétravail. C'est co-construire la société. Et donc, quand il y a quelque chose qui va pas, on reste pas dans son coin à dire ça va pas. Il faut se lever et changer les choses et dire ça va pas. Je propose qu'on fasse différemment. Et donc voilà, l'autonomie, c'est pas juste être autonome dans son travail, c'est l'initiative aussi. Merci. Ce qui m'intéresserait, peut-être, Laetitia, une question autour de… on a parlé beaucoup des freelances, on a parlé beaucoup des startups, tout le monde connaît ici le fonctionnement des startups, mais quand on parle du futur du travail, finalement, on parle de ce mouvement vers l'indépendant. Finalement, quand on regarde les chiffres, on a quelques chiffres, mais ça ne vaut pas trop la peine de les montrer. Je pense qu'on voit que c'est assez stable quand même, le mouvement des indépendants. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui monte en flèche et que tout le monde a envie de break free et devenir indépendant. Mais quel est aussi, à ton avis, et aussi ce que tu vois aussi dans les grandes entreprises, ce matin, j'ai lu un article qui disait que 90%, enfin c'était un article en allemand, mais 90% des cadres sont contents de travailler dans leur entreprise parce que maintenant, il y a des nouvelles méthodes, l'agilité et tout ça. Donc, du coup, ils s'éclatent dans des thinking rooms et tout ça. Mais quel est un peu aussi le futur du travail aussi dans les grands groupes, vers où ça va, enfin, la réconciliation. J'ai lu aussi des statistiques, 50% des gens qui quittent l'université veulent se mettre à leur compte ou créer une start-up, ou tout ça, vers où ça va aller. Et peut-être si tu peux, dans la réponse ou dans ta réflexion, intégrer une notion non seulement française, mais évidemment, ce qui nous intéresse toujours, c'est la vision européenne ou franco-allemande, où ça m'intéresserait. Alors, tu as raison, le travail indépendant, c'est pas dans l'ensemble, c'est pas une proportion gigantesque et qui augmente de manière exponentielle. On est toujours entre 10 et 11% en France et à peu près le même chiffre en Allemagne d'ailleurs. Alors, ça ne recouvre pas tout à fait les mêmes types d'indépendants, mais en gros, on est à peu près sur la même proportion. Et les freelances parmi les indépendants sont une catégorie en croissance, mais tout le monde ne devient pas freelance. Donc le salariat reste encore concerne encore une grande majorité des travailleurs, une écrasante majorité. Même s'il a baissé un petit peu, il est encore très très dominant. En revanche, je disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même salariat qu'avant. C'est un salariat qui évolue, qui devient très inégalitaire, dans lequel il y a beaucoup plus de salariés pauvres qu'auparavant. C'est vrai en Allemagne et c'est vrai en France. En Allemagne, il y a une augmentation très très forte des inégalités, avec beaucoup de jobs mal payés, avec des réformes, les fameuses réformes Hartz IV de Schröder, etc., qui ont quand même créé un nouveau paysage du travail où on a des gens qui travaillent et qui sont pauvres. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui apparaît aussi beaucoup en France. Donc ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que parmi les salariés qui ne sont pas forcément tous pauvres, bien entendu, il y en a aussi qui ont les aspirations qui sont partagées avec les freelances et où eux aussi, ils demandent à ce qu'on réinvente le deal et le management. Et Astrid est un très, très bel exemple des choses qui sont en train de se réinventer. Et il y a beaucoup plus de gens qui travaillent différemment. Quentin disait, c'est pas que le télétravail, mais le télétravail, c'est pas anecdotique. Le télétravail, c'est vraiment une expression claire de l'autonomie qu'on a dans le travail. Et ça, c'est un des chiffres qui augmente le plus dans toute l'Europe. Le télétravail a vraiment explosé. Pas forcément le télétravail formel, contractualisé dans un contrat, mais le télétravail flexible, informel, au jour le jour, en fonction des contraintes de la vie. Et on le voit en France, le télétravail formel contractualisé, il est très minoritaire, il concerne à peine 6% de l'ensemble des travailleurs. En revanche, le télétravail occasionnel, informel, flexible, c'est à peu près un quart des gens qui ont télétravaillé au moins ponctuellement dans l'année.
Donc c'est vraiment un élément finalement qui est pas anecdotique et qui est intéressant parce qu'il révèle beaucoup de choses sur la manière dont le management évolue. C'est que finalement, manager aujourd'hui, c'est pas garder le regard par-dessus l'épaule pour voir qu'est-ce que tu es en train de faire là parce que finalement, le fait d'être dans une même pièce ne dit rien de ce que vous faites au travail. Vous pouvez très bien être sur les réseaux sociaux tout en étant à côté. Et quand vous êtes loin, ponctuellement loin, souvent vous travaillez même plus dur parce que vous voulez prouver que vous êtes bien là. Et donc voilà, enfin, tout ça, c'est aussi des notions qui sont en train d'être réinventées. Et donc, dans le salariat, il y a des choses, j'aime beaucoup l'exemple de l'histoire d'Astrid que je ne connaissais pas. Voilà, des choses qui se réinventent, des organisations qui deviennent fractales. Beaucoup on est très inspiré par les modèles qu'ont théorisé des gens comme Frédéric Laloux avec l'entreprise Opal, la notion d'entreprise libérée avec Isaac Getz, ou encore l'holacratie avec, donc ça c'est Brian Robertson qui l'a inventé, et c'est Zappos qui l'a popularisé. Ces trois modèles qui ont pas mal de choses en commun et qui montrent que finalement, sans aller vers des modèles complètement utopiques, mais même en gardant un lien avec l'existant, les organisations peuvent évoluer. Et d'ailleurs, les freelances, même quand ils restent une minorité, ils peuvent être des électrons ou des pionniers ou des éléments de transformation, des facteurs de transformation à l'intérieur des organisations. Parce que finalement, la manière dont eux travaillent, les outils qu'ils utilisent, ils peuvent polliniser les entreprises, amener dans les entreprises des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouvelles cultures et amener les autres, c'est-à-dire ceux qui restent salariés, à travailler différemment. Et peut-être, Hélène, autour de cette communication, quand même cette envie de se retrouver, en tant que freelance, parce que tu parlais du joy tout à l'heure, et en effet, tu imagines le freelance qui est tout seul chez soi et qui se dit tiens, le joy avec moi tout seul, c'est difficile. Donc finalement, comment est-ce que tu vois que les gens se regroupent? Ça veut dire que nous, on est un petit collectif de 6 personnes, par exemple, on se retrouve régulièrement, mais comment ça s'organise? Comment est-ce que les freelances se retrouvent dans les projets et finalement aussi la capacité à répondre à des besoins d'entreprise en collectivité? Parce que si je m'appelle Siemens, je cherche un freelance pour résoudre un problème, c'est peut-être très ponctuel, mais tu peux aussi avoir, et je pense que c'est ce que vous faites aussi, c'est d'aider les freelances à s'organiser en groupe pour répondre à un problème plus large que juste une personne qui va régler un bug ou qui va créer un visuel, par exemple. Donc, comment est-ce que ça se met en place et comment est-ce que finalement les freelances, tout en restant libres, s'organisent quand même en équipe finalement? Oui. Alors, ce qui est vrai au sein de WeShare, c'est que les temps collectifs sont des temps choisis. C'est-à-dire qu'on est par défaut seul, où en fait on fait notre travail. Et d'ailleurs, vous parliez du télétravail tout à l'heure. Là où je me rends compte que nous, on est sur des problématiques déjà du futur, c'est que le télétravail est très largement permis, autorisé, commun au sein de WeShare. Et donc, nous, a des enjeux à créer plus de temps collectif, même si ce n'est pas forcément des temps de travail collectif, mais justement pour créer ce sentiment de communauté et pour aussi que des projets qui n'auraient pas lieu si on ne se connaissait pas, si on ne se côtoyait pas au quotidien, puissent se passer, et aussi faciliter les questions de communication dont on parlait tout à l'heure, où c'est vrai qu'on a les mêmes, en tant que collectif de freelance qui travaillons sur beaucoup de projets très différents, on a ces mêmes enjeux de savoir ce que font les uns les autres pour ensuite travailler mieux ensemble. Et donc, nous, ce qu'on met en place, c'est quand même ce qu'on appelle, on va dire, des rituels, c'est-à-dire des temps collectifs de partage hebdomadaires pour se tenir au courant de nos différents projets, même si on n'est pas sur des projets sur lesquels on travaille ensemble. Et ça nous permet aussi de nous inspirer de ce qui se passe dans le collectif et de pouvoir aussi faire des liens avec nos propres projets. Et ça, pour nous, c'est des temps qu'on ritualise et qu'on a de manière hebdomadaire et qu'on ouvre aussi à l'extérieur parce que c'est important pour nous d'avoir des moments de respiration où on permet à des personnes qui ne sont pas dans le collectif mais qui ont envie de découvrir des activités ou qui ont des activités proches, connexes à ce que fait WeShare, de se rencontrer. Et ça peut potentiellement donner lieu à de futurs projets.
Et après, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense qu'il peut être intéressant parce que c'est aussi des réflexions que pas peut-être forcément, mais c'est aussi la précarité dont on a parlé, des indépendants, donc le fait qu'on a quand même plus de mal à accéder à certaines choses quand on n'a pas un CDI dans la poche qu'on peut montrer. Et donc cette organisation autour du projet, mais aussi cette organisation autour de commencer, de continuer quand même de vivre, ça veut dire de pouvoir louer des appartements, d'avoir des prêts, des assurances, enfin tout ça. Ça serait intéressant d'avoir votre retour là-dessus en France, mais aussi cette organisation qui pourrait se faire non seulement à un niveau français, mais aussi à un niveau, parce que d'après ce que vous m'avez dit aussi tous les deux, et toi aussi un petit peu, c'est que finalement les problématiques sont les mêmes dans les différents pays, il n'y a pas une différence énorme entre les deux, les taux sont à peu près les mêmes, par exemple entre la France et l'Allemagne, mais comment est-ce que ça pourrait s'imaginer cette organisation qui aujourd'hui n'a pas vraiment de porte-parole en tant que soi? Alors, je vois deux vertus du collectif face à la précarité. La première, c'est la perception du risque. En fait, la précarité, le risque perçu dans un collectif est plus faible puisqu'on est entouré de freelance, de personnes qui sont comme nous freelance, et on se sent de fait moins marginal. Et comme on partage cette même identité, on a une perception du risque du fait d'être entrepreneur qui est moindre, qui est pourtant réel, puisque effectivement, on a, enfin, moi je peux témoigner à titre personnel, hein, on a plus de difficultés à trouver un logement, changer de logement, accéder à un prêt. Et ça, c'est quand même des choses très concrètes du quotidien. Globalement, vis-à-vis des institutions, on est encore vu comme marginal et on ne rentre pas dans les cases qui nous permettent de vivre complètement sereinement. Et après, la deuxième vertu du collectif, c'est une mutualisation de certaines compétences, notamment d'aller chercher, il y a certains profils qui sont très bons pour aller chercher des projets. Et tous les freelances ne sont pas bons pour aller chercher des projets. Et le fait de faire ça collectivement permet de mutualiser cette fonction de prospection et d'accéder, notamment quand on débute une activité de freelance, de plus facilement accéder à des projets. Et le fait d'utiliser une marque comme WeShare nous permet aussi, quand on débute une activité, d'avoir une légitimité qui s'établit plus rapidement. Puisque quand on est freelance isolé, on doit soi-même créer sa marque et faire plusieurs projets avant que les clients potentiels viennent à nous. Et là, ce qu'on propose au sein de WeShare, c'est de d'abord travailler avec la marque du collectif, qui va donner plus de légitimité et d'être comme une marque parapluie et qui après donne la confiance pour aller dans un second temps, aller chercher seul ses propres projets. Oui, non, mais il y a beaucoup de questions. Oui, non, il y a plein de questions. Donc, peut-être ta vision. Oui. Et sur la France et l'Allemagne, il y a quand même une différence assez importante sur la question du logement et de la géographie. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, mais il y a quand même des conditions de vie et de situation qui sont très différentes. Le problème du logement, quand on n'a pas de contrat salarié CDI, il est plus grave en France qu'en Allemagne. Le coût du logement est plus élevé en France qu'en Allemagne, en tout cas partout où il y a du travail. Il n'y a pas de travail dans l'Orne, en Basse-Normandie. Donc là, évidemment, le coût du logement est bas, mais personne ne va habiter dans l'Orne. En Allemagne, la différence, c'est que voilà, il y a beaucoup moins de zones comme ça qui sont complètement des déserts parce qu'on est toujours près d'un centre économique, parce que c'est beaucoup moins centralisé géographiquement. Et du coup, si on habite quelque part dans la Ruhr ou quelque part même à Bonn, on est près de Cologne, on est près de tout. Enfin voilà, on est près de Düsseldorf. Donc quand on est freelance en Allemagne, le problème se pose pas de la même manière. Et puis après, pour des raisons démographiques et des raisons de marché, le logement est plus accessible en Allemagne. C'est quand même une grande différence. J'insiste là-dessus. Après, il y a des tas de points communs quand même, et notamment, tu parlais du regard des institutions en général et des autres sur les freelances et des combats à mener ensemble et des services à créer.
Et en fait, ça, c'est le côté positif. C'est partout en Europe. Il y a des startups. Il y a des startups comme Malte qui se lancent dans d'autres pays, qui offrent des services aux freelances pour leur offrir un certain nombre d'avantages qui ne sont pas offerts aux freelances habituellement. Qu'il s'agisse de choses un peu anecdotiques comme le comité d'entreprise et les avantages du comité d'entreprise, qu'il s'agisse d'un certain nombre de choses comme la formation, qu'il s'agisse de trouver le meilleur package d'assurance. Enfin, voilà, tout ça, c'est en train de se créer. Et là, il y a un nuage de startups. Il y a Malte qui fait des choses. Il y a plein d'autres startups, des startups dans l'assurance, des startups dans la banque, où il y a des choses intéressantes avec, je sais pas, on a des néobanques qui visent les freelances en leur offrant des choses beaucoup plus adaptées à leur vie. Et donc, au lieu de se coltiner les entreprises coincées dans l'économie de masse fordiste qui ne parle qu'à des salariés à l'ancien monde, typiquement les banques, pour le coup, c'est vraiment les plus archaïques des plus archaïques. Ils ont d'un coup des acteurs qui offrent des choses beaucoup plus appropriées, qui savent comprendre ce dont ils ont besoin. Donc là, il y a vraiment des grands progrès qui se sont déjà faits au cours des 3-4 dernières années, je dirais même encore plus depuis 2 ans. Et je pense que d'ici 2-3 ans, il y a encore beaucoup plus de choses qui vont se créer, notamment d'avoir des intermédiaires qui offrent des garanties logements, d'avoir des nouveaux syndicats, y compris pour les freelances, parce que pour l'instant, voilà, il y a Malte qui peut parler au nom des freelances, mais il n'y a pas d'entité qui, côté freelance pur, va dire voilà quels sont les combats à mener, y compris au niveau législatif, etc. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se créer, même au niveau pan-européen. Merci. Je vais peut-être vous donner, si vous avez des questions, vous donner la possibilité de poser des questions, si vous en avez, pour que ça ne soit pas que ici. Toi, attends. Donc, moi, j'ai une question pour Astrid. Comment vous assurez aujourd'hui l'alignement dans l'entreprise et aussi l'efficacité? Bon, je suis allemande, évidemment, mais moi, je sais, nous, chez Vaneos, quand on était très petit, on était on avait une hiérarchie très flat, on était des toutes petites équipes, etc., qui travaillaient sur des projets, etc. Aujourd'hui, à 200, oui, on a du middle management, mais c'est assez nécessaire aujourd'hui pour assurer l'efficacité et l'alignement de toute la stratégie de toute l'entreprise, en fait. Du coup, je me demande comment, à votre taille, parce que vous êtes quand même grand, vous pouvez assurer ça. Ok. Effectivement, c'est très important pour nous et on pourrait croire qu'il y a de l'abus, mais en fait, il n'y en a pas vraiment parce que il y a vraiment beaucoup de contrôle au sein de l'équipe. Et dès qu'on voit, donc tout est super transparent. Tous les documents sont partagés avec tout le monde. Le management aussi, il partage tout. Donc, ils nous font aussi une énorme confiance qui est assez extraordinaire. Et, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, donc il y a des objectifs de l'entreprise. Après, chaque équipe a des objectifs. Et tout ça, c'est des dossiers qui sont partagés. Tout le monde peut les voir. On le présente. Après, on fait beaucoup de sondages internes. On fait des sondages avec les clients. On peut assurer que ça se passe bien avec les clients. Tout le monde est satisfait. On fait des sondages en interne pour vérifier que ça se passe bien avec les équipes. On donne aussi du feedback sur les autres équipes parce que sinon, ce qui pourrait se passer, que nous, dans mon équipe Paris, par exemple, se dit bon, on va tous se souder, on va faire semblant que ça se passe bien. Mais non, parce que les autres équipes aussi regardent ce qu'on fait. Donc, en fait, là où c'était avant le manager qui a mis un peu de pression, c'est aujourd'hui l'équipe qui met la pression. Et du coup, ça fonctionne très bien. Ok. Une question pour les organisations structurées comme celle d'Astrid ou la vôtre. Et ma question, c'est quelle est la différence de rémunération entre les managers et, disons, les employés plus jeunes? Est-ce que vous avez réfléchi à cette dimension-là aussi? Voilà, question. Ça fait partie du travail, par exemple. Donc la différence,
Entre les salaires les plus hauts, enfin, des managers, et je dirais que c'est je dirais 2,5 à 3, je pense. Je sais pas, j'ai pas d'idée de benchmark, donc oui, c'est des proportions démesurées, mais je pense dans une start-up ou non, chez nous, j'ai pas encore de benchmark, mais enfin, tout le monde est intéressé au capital déjà de la société sous forme de BSPCE. Mais évidemment, les fondateurs ont fait plus de sacrifices sur une rémunération parce qu'ils ont plus de billes dans la société. Et voilà, je pense qu'ils se payent raisonnablement. Après, quand on fait appel à il y a des startups qui sont rentables et je pense que les différences sont plus élevées dans des startups rentables. Nous, on a encore besoin d'investisseurs externes. Et je pense que c'est aussi ça montre aussi l'engagement des fondateurs de montrer qu'ils sont encore engagés à la réussite de la société sous forme de capital parce que justement, ils n'ont pas des salaires forcément très élevés. Ça explique peut-être ça. Alors, je ne peux pas exactement répondre à la question sur les différences parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore des salaires transparents. On avait réfléchi parce qu'on a un groupe qui s'appelle Growth Guardians qui ont aussi construit une espèce de règlement interne pour que ça fonctionne. Et donc, il y avait aussi des discussions, est-ce qu'on met les salaires transparents? Ce qu'on n'a pas fait pour l'instant. Il y a certaines équipes qui l'ont fait. Mais ça peut aussi créer des tensions. Après, il y a beaucoup de personnes, surtout très seniors chez nous, donc qui ont su négocier, je pense, leur salaire de base. En revanche, ce que je peux expliquer, c'est comment on fait pour les augmentations, parce que je pense que c'est une question peut-être que certains d'entre vous se posent. Parce que comment on fait quand il n'y a pas le manager? Parce que normalement, c'est le manager. Et chez nous, c'est que l'équipe qui compte. En fait, l'individuel ne compte plus vraiment. Et en fait, pour les augmentations de salaire, c'est l'équipe qui décide. Donc, on ne connaît pas le salaire de base, mais si demain je veux une augmentation, je vais aller voir l'équipe People, qui est notre équivalent d'une équipe RH, et je vais leur expliquer que je pense que je mérite d'être augmentée parce que je fais un super boulot. Donc, je vais expliquer ce que j'ai fait ces derniers mois, pourquoi je pense que je mérite une augmentation. Et après, mon équipe va recevoir un questionnaire sur moi avec ces 16 questions qui sont les mêmes pour tout le monde. Et ils doivent, sur chaque question, donner des notes 1 à 5. Et après, avec ces notations, on calcule une moyenne. Et cette moyenne va définir l'augmentation, qui peut être de 15% maximum. Voilà. Ça va, on a osé la plante, donc ça c'est bien, t'as bien fait. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression quand même depuis plusieurs années, il y a cette, dont on a parlé, hein, cette quête de sens et ce changement des besoins des salariés, des gens, de se verwirklichen en allemand et de vraiment travailler. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, il y a beaucoup de choses qui sont essayées. Non, dans les entreprises aussi, il y a beaucoup de nouveaux projets, il y a l'agilité, il y a des systèmes comme chez vous. Il y a, au début, on pensait qu'en mettant du muesli free pour tout le monde et des fat boys, tout le monde sera content. Et finalement, les gens se sont rendus compte que finalement, c'est quand même le sens du travail, les équipes qui sont plus importantes que ça. Donc, après, la question, c'est où est-ce que ça va aller? Comment est-ce que vont aussi peut-être les différentes quels seront les bons exemples, ce qui fonctionne bien et peut-être ça peut se répandre. Moi, je serais hyper content parce que nous aussi, parfois, quand on arrive dans des entreprises, on sent parfois une espèce de lourdeur. Quand on arrive en tant que freelance, on se dit, heureusement, je ne travaille pas dans une boîte, mais je ressors de là et je suis à chaque fois assez content. En même temps, à chaque fois, je me pose la question, mais est-ce que je serais content de travailler chez vous, par exemple? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose ou pas? Donc, je pense que chacun se pose cette question peut-être plus
aujourd'hui qu'à l'époque où finalement, tu avais ton travail, Siemens, et puis tu étais là pour toute ta vie, tu t'es pas posé des questions. Donc, ça doit être compliqué. Enfin, je sais pas si toi, tu as un retour là-dessus, si c'est aujourd'hui cette façon de se poser, peut-être c'est comme moi, mais de se poser la question régulièrement, est-ce que là où je suis, est-ce que je suis bien? Parce que aussi dans beaucoup de startups, et toi, tu disais, tu poses la question aux gens pourquoi ils travaillent dans des startups. Et nous, quand on travaille notamment, ce qui est intéressant dans des procédures de recrutement, quand on fait des recrutements pour des clients et on discute avec des gens pourquoi tu veux changer et comme on recrute pour des startups, on recrute dans les startups. Et de l'extérieur, on se dit, waouh, super, super levée de fonds, on part aux États-Unis, tout génial. Et après, les gens nous disent, non, mais l'ambiance est pourrie, personne n'a envie de rester, les managers, finalement, n'arrivent pas à répondre à ça. Enfin, donc, du coup, je me dis, mais les gens, est-ce qu'il n'y a pas une angoisse supplémentaire chez les gens de se poser toute la journée la question, est-ce que c'est bien ce que je fais ou je suis moi, je ne sais pas si tu… Si, mais en plus, il y a un cercle vicieux, c'est que plus on se pose cette question, plus les entreprises y répondent avec du bullshit. Et du coup, plus il y a du bullshit, plus on a le bullshit radar qui s'éveille. On se dit, oh là là, et du coup, la question du sens se pose encore plus. Et c'est vrai, dans les grandes bureaucraties, ils sont un peu démunis, c'est pas vraiment de leur faute, ils ont un héritage, c'est des gros paquebots, ils ont des process du XXe siècle, machin, et ils disent, oh, il faut qu'on s'occupe du bien-être, oh, il faut qu'on… machin. Et bon, et souvent, ils s'y prennent de manière maladroite, et parfois, il y a des bonnes intentions, hein, et parfois, il n'y en a pas, des bonnes intentions, parfois, c'est vraiment complètement fake, ça dépend des structures, mais il y a quand même beaucoup de bullshit, et du coup, je pense que ça explique une partie de la crise de sens aussi. Je rajouterais quand même qu'il faut dire aussi une organisation comme la nôtre. Moi, je trouve ça génial. Beaucoup de mes collègues trouvent ça top. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de ce cadre, qui ont besoin qu'on leur dise le matin, tu vas faire ceci. Et le soir, on leur dit, tu l'as bien fait. Et qui ne veulent pas prendre plus de responsabilités, qui sont contents comme ça. Et c'est très bien. On a besoin de ces exécutants. Mais chez nous, c'est aussi un peu le challenge de recrutement, de trouver les bonnes personnes qui sont suffisamment rigoureux, qui ont envie de développer l'entreprise, qui ont envie d'être créatifs, d'exprimer, d'apporter des idées. Mais ce n'est pas si facile aussi de trouver les personnes qui sont vraiment bien dans ce type d'environnement. Le bullshit ou pas le bullshit, c'est pas forcément lié au fait d'être son propre manager, mais c'est aussi le fait de comprendre ce qu'on fait. Si vous êtes, parce qu'il y a plein de métiers où en fait on n'a pas du tout le problème du bullshit. Quand on est femme de ménage, on n'a pas l'impression d'avoir un bullshit job. Ce qu'on fait, c'est extrêmement important et on voit très bien le sens. D'ailleurs, en plus, souvent, on n'a pas tant de division du travail que ça parce qu'on a des tâches assez variées, assez multiples. On a d'autres problèmes qui peuvent être précarité, mauvaise paye, mépris, enfin plein d'autres choses, invisibilité, mais pas la question du sens. Donc, je pense que bullshit ou pas bullshit, c'est lié beaucoup à la question de est-ce que je comprends ce à quoi sert, est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais sert à quelque chose et si oui, à quoi? Je vais rebondir sur les méthodes de recrutement, justement, dans une organisation comme la vôtre et aussi la vôtre. En quoi vous innovez dans ce domaine? Oui, alors pour nous on pense que Mathias, encore, je trouve que c'est génial, il dit pour nous, notre plus gros atout, c'est nos salariés. Donc, on fait aussi tout pour le bien-être, mais dans un sens authentique, pas juste du bullshit. Mais en fait, on prend des personnes qui ont un background digital. On cherche des personnes qui ont peut-être travaillé dans des entreprises un peu différentes. C'est pas forcément très grave si une personne n'a pas le profil exact qu'on recherche. Pour nous, ce qui est important, c'est le growth mindset. C'est la personnalité qui est le plus important. Je peux donner un exemple. On a récemment recruté une nouvelle commerciale pour la France qui a travaillé dans un secteur un peu à part. Donc, sur tout ce qu'on fait, elle avait tout à apprendre, mais elle avait envie de l'apprendre. Elle était très motivée, elle était très enthousiaste. On l'avait rencontrée avec l'équipe. C'est un rencontre avec l'équipe et très important. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui dit non, on va vraiment voir est-ce que c'est le bon recrutement. Et donc, elle a tout appris et ça se passe super bien. Donc, pour nous, on ne cherche pas forcément des
compétences que les gens apportent. Évidemment, quelqu'un qui avait un profil qui est très différent, ça va être difficile. Mais on se dit, les gens ils peuvent apprendre chez nous quand ils ont envie d'apprendre et quand ils ont le bon mindset, hein, ça va bien se passer. Mais du coup, vous expliquez en entretien, par exemple, ou dans vos offres d'emploi, que la personne, donc l'individu, peut grandir dans le projet, peut changer de projet, peut grandir dans les missions, etc., mais pas forcément d'un point de vue évolution managériale, parce que du coup, Non, il n'y c'est a pas pas le cas. d'évolution managériale parce qu'il n'y a pas de manager. Du coup, vous expliquez ça depuis le début Oui, on au explique candidat tout pour dès le début. il n'a pas les mauvaises Donc, attentes. on pose aussi, il y a maintenant, je pense qu'ils sont en train d'introduire aussi des tests pour voir est-ce que les personnes sont capables de travailler dans ce type d'environnement. C'est beaucoup au feeling aussi, c'est beaucoup comment ça se passe quand les équipes se rencontrent. Et après, on a des périodes d'essai, donc il y a des gens qui disent ça ne me convient pas ou ça ne se passe pas si bien que prévu, mais globalement, ça va. Et justement, depuis ce changement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont jeté l'éponge au sein? Oui, il y a des personnes qui. Mais je pense que je pense qu'une partie des personnes sont parties parce qu'ils n'aimaient pas ce type de travail, parce qu'ils vont chercher un cadre plus ferme. Il y a aussi des personnes qui ont dit bon, la société est devenue trop grande et même si avec les petites équipes bêta, on retrouve un peu cet esprit, ils vont recommencer dans une petite boîte. Donc ça aussi des personnes qui cherchent vraiment le start-up où tout est à refaire. Alors, nous, je ne pense pas qu'on soit spécialement innovant sur la partie RH, parce qu'on innove sur la partie technologie, on innove aussi dans le mode de travail de nos clients et on essaie de les évangéliser sur le fait de travailler avec les indépendants, etc. Donc, on a décidé d'être plutôt classique sur la partie management et RH, même si ça marche bien, parce que je pense qu'il y a un leadership fort. Et que dans des entreprises qui ont une mission très forte ou qui peuvent être très polarisantes, des Apple, des Google, des Uber aussi, la plupart des gens sont très fiers de travailler là-bas et peu importe le rôle qu'ils ont dans la société, ils sont fiers d'y travailler. Et le sens de l'entreprise et la mission d'entreprise, ils se l'approprient et du coup, ils ont du sens dans leur boulot, peu importe l'activité qu'ils font. J'ai des copains qui bossent chez Uber et bon, il y a des gens qui détestent, des gens qui adorent, mais n'empêche qu'à chaque dîner, on finit par parler de Uber et c'est des débats passionnants et voilà. Et donc ils sont fiers d'y être. Et donc je pense que la mission, c'est quand la mission de la société, quand il y a une vraie mission et que le leadership la transmet bien, ça pèse beaucoup de choses dans l'organisation et les gens trouvent du sens dans ce qu'ils font parce qu'ils s'identifient à la mission de la société. Peut-être une question aussi pour Astrid sur le thème qui vient d'être abordé avant. Est-ce qu'au moment du recrutement, il y a des profils, par exemple, que vous auriez aimé avoir, que vous n'avez pas eu parce que le cadre ne convenait pas vraiment, ou le contraire, finalement, vous avez eu des profils que vous n'aurez pas recrutés dans un cadre plus conventionnel? Est-ce que tu as des exemples ou... Je ne sais pas. Donc, nous, les recherches, on a… Non, je n'ai pas d'exemple concret. Donc, c'est ça. On poste des annonces après où ça ne se passe pas par le réseau. Ça se fait beaucoup au feeling et évidemment, ici, des compétences. Hein, donc, Dit différemment, dans vos offres d'emploi, quelles sont les grandes lignes, quels sont les grands messages qui sont donnés justement pour se différencier des modèles plus classiques? On donne un descriptif du poste, il faut rechercher, mais on explique aussi le fonctionnement de la société pour que les gens, quand ils voient l'annonce, ils voient tout de suite à quoi ils postulent. Donc, je pense que les gens qui postulent chez DCMN, c'est globalement en connaissance de cause. Moi, j'aurais une question pour Quentin. Dans quelle mesure, donc là, si on voit les clients que vous avez affichés là, sous forme de photographie, c'est surtout des jeunes profils, on va dire. Dans quelle mesure, donc ce changement de ce phénomène d'avoir plus de freelance et des marketplaces pour les freelance, ça se touche aussi des seniors, on va dire 60 ans, 50 plus, 70. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez dans votre plateforme? Oui, on en voit. On a vu ce matin, il y avait l'ancien DSI d'une boîte du CAC 40 qui est venu dans les bureaux se faire prendre en photo et qui s'est inscrit sur la plateforme récemment. Donc, il y en a moins.
C'est des gens qui, alors ils s'appellent pas freelance, du coup ils s'appellent manager de transition, mais ou indépendant, consultant indépendant. Comme si le freelancing c'était plus réservé pour les jeunes. Bon, c'est vrai que la moyenne d'âge n'est pas super élevée sur Malte. La moyenne d'âge c'est 33-34 ans, mais c'est pas non plus 25 ans. Il y a des freelances expérimentés et il y en a pour plusieurs raisons. En fait, aujourd'hui dans les ESN, les SS2I, à partir d'un certain moment, il faut être manager. Il y a des gens qui sont développeurs et qui ont envie de développer et qui n'ont pas du tout envie d'être manager et du coup, on les force à partir. Donc, ils se mettent en indépendant. C'est le seul moyen pour eux de continuer leur métier de développeur. Donc oui, il y en a. Après, du coup, ils choisissent des statuts différents. Ils vont plutôt choisir du portage salarial, par exemple, parce que quand on a une carrière en salarié, passer en indépendant, passer au RSI, et puis on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec les trimestres pour la retraite. Tout ça, c'est un peu nébuleux. On n'a pas vraiment envie de se créer une SASU ou une EURL. Du coup, on se met en partage salarial. Donc, ça a des coûts plus élevés, mais c'est vrai que du coup, c'est un confort administratif assez important. Mais donc, oui, voilà, il y en a. Il y a aussi le DSI, ancien DSI de Danone, qui est venu il n'y a pas très longtemps et qui s'est mis en freelance. Par contre, avec l'arrivée, ça, je pense que ça a toujours été le cas. Dans nos bureaux, là, on a un livre qui s'appelle le Manuel de l'indépendant informatique. C'était le livre du père d'un de nos fondateurs, Jean-Baptiste, et son père était freelance. Et c'est marrant parce que quand on lit le livre, il faudra que j'écrive des articles là-dessus, c'est génial parce qu'il n'y a rien à changer. Tout a changé, mais rien n'a changé, c'est marrant. Et donc, par contre, l'avènement des plateformes, ça a fait que des jeunes se lancent en freelance dès la sortie des études, voire même pendant leurs études. Et ça, c'était extrêmement rare. Avant, on se lance en freelance quand on est sûr de se vendre, quand on a déjà un réseau, et donc on passe quelques années en SS2I en agence, et ensuite on se met en freelance. Et là, on en voit qui sont à l'école 42 et qui se mettent en freelance pendant leurs études pour gagner un peu d'argent. Et puis en fait, ça marche vachement bien. Ils gagnent bien mieux que ce qu'ils pouvaient gagner avec des boulots étudiants. Et puis du coup, ils continuent en freelance et ils démarrent leur parcours comme ça. On a vu, il y a un freelance qu'on interviewe, dont on a le profil régulièrement pour des interviews. Il a rejoint Malte, il avait 19 ans. Il n'avait pas de diplôme. Il facturait 250 € par jour et maintenant il facture 650 € par jour. Alors il a 23 ans, il n'est pas beaucoup plus âgé, mais et il cartonne. Et il est en train de passer ses études en parallèle pour avoir un diplôme. Mais ça, c'est un phénomène moi, que j'observe, que je trouve un peu nouveau, des gens qui se lancent dès la sortie des études. Par contre, le phénomène des personnes expérimentées qui se lancent, ça a toujours été le cas. Et est-ce que vous voyez l'émergence aussi de slashers, c'est-à-dire de gens employés qui, par ailleurs, aussi ont envie de pouvoir exercer autre chose ou autrement? Oui, ça, il y en a aussi, surtout depuis que l'auto-entreprise a été créée, parce que c'est un super moyen de pouvoir cumuler les deux et de se lancer, de tester, de voir si ça marche. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on se lance en freelance. On a une super opportunité. Soit c'est son ancien employeur qui dit je te prends en freelance pendant 6 mois, et du coup, c'est génial, on peut assurer ses revenus. Ou alors, c'est un gros contrat, quelqu'un qui nous propose une super mission en freelance, on se dit bon, allez, c'est le bon moment, je me lance. Donc oui, ça arrive. Aujourd'hui, nous, sur Malte, c'est 10% des freelances qui sont salariés et freelance à côté. Après, des freelances qui ont plusieurs activités, ça, c'est quasiment tous. Mais voilà, nous, sur Malte, en tout cas, c'est 10% dans le dernier sondage qu'on a fait il y a un an à peu près. Une question. Et donc, on a cité ce problème des banques qui finalement font un credit scoring lamentable sur les freelances et super élevé sur les CDI. Est-ce que vous pouvez jouer finalement le tiers de confiance vis-à-vis des banques si quelqu'un veut faire un prêt, ouais, on leur il a parle. 3 ans d'expérience avec vous, avec la moyenne de ce qu'il a gagné, et vous dites, voilà, nous, on peut vous dire que… On leur parle. Alors, chaque chose en son temps. Là, on a lancé un partenariat il y a quelques mois avec Alan et Conto pour mutuelles et banques. On réfléchit, on est en train de travailler sur un sujet de prévoyance. Et on adorerait trouver une banque qui dirait oui, OK, le freelance a cette évaluation-là sur X missions, voilà ses revenus. C'est sûr qu'un développeur iOS à Paris, il a bien moins de risques de se retrouver sans revenus qu'un salarié. Mais ouais, aujourd'hui, c'est compliqué, on n'arrive pas encore à en convaincre. Et les néobanques, aujourd'hui, ne font pas de crédit. C'est surtout la bancarisation classique. Et les banques traditionnelles ne sont pas encore prêtes à se mettre là-dessus. Donc, on leur parle, on soumet l'idée régulièrement, mais on n'a pas encore trouvé un acteur avec qui le faire. Donc, si un jour vous avez un partenaire potentiel, on sera ravis en tout cas de faire quelque chose avec eux. Une boîte allemande qui est en train d'imaginer ça. On sera bientôt en Allemagne, donc ravis de travailler avec eux. Cette fois. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu
vous voulez. Enfin, c'est plutôt une discussion maintenant qu'on a que questions-réponses. Mais sinon, moi, je pense qu'il peut être intéressant et c'est ce qu'on essaie toujours évidemment dans les soirées, dans les discussions au sein du Digital Club franco-allemand, c'est de trouver enfin déjà de donner évidemment un mot de fin, en tout cas à tout notre panel, mais aussi à y ajouter une notion de finalement, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour je ne sais pas, promouvoir votre fonctionnement, aider des freelances, convaincre quelqu'un en entreprise que finalement, la façon dont on travaille avec des freelances doit changer ou sensibiliser. Ou, moi aussi, j'ai fait une mission il n'y a pas très longtemps pour une grosse société en France, dans les médias. Évidemment, le fait de se faire payer, ça a duré beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ce n'était pas une très grosse mission. Donc, du coup, ce n'était pas trop grave. Mais ça a donc, je ne savais même pas à qui écrire. J'ai écrivé à une espèce de boîte postale qui me répondait jamais. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est important. Tu as écrit un article là-dessus que j'avais lu aussi à l'époque. Donc, qu'est-ce que chacun d'entre nous éventuellement peut faire pour en parler, pour sensibiliser et aussi comment est-ce que vous voyez éventuellement une application, encore une fois, européenne d'organisation entre ce que vous faites vous et comment est-ce qu'on peut en parler, comment est-ce que ça peut se savoir davantage. Et voilà, pour donner un petit peu ça en mot de la fin peut-être de chacun. Moi, peut-être une idée, c'est qu'en fait, que tu disais les entreprises qui ne payent pas, etc. Alors, il y a la solution plateforme. Avec Malte, on n'a pas ce problème-là. Mais sinon, il y a une autre idée qui peut être assez intéressante, qui est de finalement noter les entreprises sur la manière dont elles traitent les freelances. Et là, il y a aussi des choses qui peuvent tout à fait être des normes européennes. Les entreprises avec lesquelles il fait bon travailler avec les freelances, et puis une note, quoi. Et je crois qu'il y avait une initiative qui a été lancée par Bureau Veritas sur le sujet. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Et oui, pourquoi pas, effectivement, avoir voilà, un label. Peut-être on a assez peu parlé de protection sociale, mais qui est aussi un vrai sujet pour les freelances. Et de ce point de vue-là, en France, c'est vrai qu'il y a un vrai… de ce point de vue-là, le fait que le CDI soit un contrat très avantageux en France fait qu'il y a un vrai gap entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. Mais il y a néanmoins des choses qui avancent avec un projet que je pense Laetitia connaît bien, qui s'appelle WeMind, qui aujourd'hui est une start-up qui offre aux freelances quasiment le même package qu'aux salariés, avec de la protection sociale, aussi des assurances en cas de maladie prolongée, et un comité d'entreprise, des assurances juridiques, des garanties logement, tout ce qui permet aux freelances d'exercer son activité sans se soucier des aléas de la vie. Donc, il y a des vrais… je ne sais pas trop comment ça se passe sur d'autres marchés européens, mais de ce point de vue-là, il me semble que la France est assez en avance, ou en tout cas a des propositions innovantes, intéressantes. Voilà, donc moi, à la fin, on a un peu parlé aussi des problèmes de recrutement, mais nous, chez DCMN, on est quand même convaincus que cette responsabilité des salariés et cette retrait des couches de management, que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur à l'entreprise. On a testé dans plein de pays. Donc, nous, on y croit et on est toujours content de partager cette expérience. On voit d'ailleurs aussi en Allemagne où les nouvelles formes de travail sont déjà un peu plus établies qu'en France. Ça se développe très bien. Et donc, aujourd'hui, ça arrive dans le Mittelstand, ça arrive dans des plus grosses boîtes. Donc, c'est dans les startups que ça commence. Mais après, ça fait des adeptes et ça se propage. Donc, j'espère aussi qu'on va avoir beaucoup plus de sociétés comme DCMN en France dorénavant qui donnent vraiment aux salariés la chance de devenir entrepreneurs et de construire quelque chose et vraiment d'apporter toute leur créativité et leur envie de venir le matin. Moi, je pense que quelque chose qui pourrait aider à continuer à libérer les freelances, c'est je ne sais pas si c'est une législation ou autre, mais aujourd'hui, quand on voit, nous, des directeurs achats ou des RH dans des boîtes pas forcément si grosses, mais au-delà de 1000 salariés,
Dès qu'on dit freelance, ça se crispe. Ah, mais requalification, et ça va être des millions, et donc, comment on veut faire? Les gens ne savent pas les gérer, ça va être n'importe quoi. Et du coup, ben, ils sont obligés de les cacher, comme je le disais au début, dans des SS2I, etc., qui du coup prennent des marges en plus. Voilà, ça ne contribue pas à libérer le marché juste parce que les gens ont peur de choses en fait, qui ne sont pas factuelles, qui n'arrivent jamais. Mais dans tous les pays où on a fait des entretiens, c'est toujours la même chose. Fake employment, bogus employee, la requalification en France, c'est partout pareil. Tout le monde s'est dit qu'il y a des risques et qu'il faut faire très attention. Alors évidemment, il faut protéger les freelances contre des abus quand clairement il y a des abus. Mais il faudrait, moi j'aimerais bien qu'il y ait des règles qui disent clairement que s'il n'y a pas d'exclusivité, si le freelance peut travailler 2 jours par mois pour d'autres clients, voilà, s'il y a 2 ou 3 conditions simples qui sont respectées, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, allez-y, ouvrez les vannes. Ça aiderait beaucoup les freelances et les entreprises seraient aussi plus agiles. Parce qu'aujourd'hui, on passe, nous, parfois des mois à échanger avec un client avant qu'on fasse un petit test avec une dizaine de freelances. Et c'est franchement dommage parce qu'à côté, il y a des équipes qui se plaignent tous les jours de dire bah, on n'a pas les talents, on n'arrive pas à recruter des développeurs, on n'arrive pas à recruter des data scientists, alors qu'ils sont là à la porte, mais on les bloque. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à la discussion? Parce que sinon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue un peu à changer parce qu'on a amené quelque chose et puis on a travaillé ensemble pour préparer un petit apéro après la discussion. Moi, ce que je trouve, moi, j'aimerais bien prendre en fait date d'ici 1 an de déjà votre développement sur le marché allemand et puis on espère que ça se passera bien et que finalement vous allez pouvoir avec toutes les actions que vous faites aussi pour justement discuter avec tout l'écosystème qui est autour des freelances, avec les freelances dans la continuité et aussi dans tout l'écosystème autour pour mieux pouvoir justement intégrer les entreprises, mais aussi l'écosystème et les freelances. Aussi voir comment ça se passe chez vous d'ici 1 an, quand vous êtes 300, 400 à voir et peut-être continuer aussi à travers du DCFA, pourquoi pas, partager les nouvelles et aussi les initiatives qui se font. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Et puis, vous, ça vous intéresserait peut-être pour voir comment ça évolue, quelle est aussi peut-être une application européenne ou peut-être des mouvements européens de regroupement peut-être davantage pour avoir quelque chose d'un peu plus uni par rapport à ça. Ça m'intéresserait pour de suivre ça. Évidemment aussi tes recherches. Donc voilà, merci en tout cas à vous d'être venus et merci à vous aussi d'être venus, d'avoir pris le temps. Et voilà, on continue à échanger un petit peu. L'an prochain, ce ne sera peut-être pas dans ces bureaux, du coup, on aura probablement déménagé. Vous allez être dans les bureaux des Vanios qui ont déjà peut-être déménagé ailleurs. On les regarde. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas à vous. Voilà, merci.